Nous vous proposons de démarrer. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette 49e édition du Congrès RH. Ça veut dire près de 25 ans, avec l'énergie de Sophie Delpech, de la toute petite équipe qui est avec elle pour construire ce congrès, et surtout la vôtre, parce que vous intervenez dans les sessions, vous parlez de vos bonnes pratiques, vous parlez de ce qui vous tient à cœur, vous parlez vrai, et ça, on en est ravis. Quand même, parce qu'après, on va tous se séparer, je vous propose d'applaudir Sophie Delpech, qui est l'âme de ce congrès. Les grandes plénières sont toujours un événement, et nous en sommes convaincus. Il y a, Charles-Henri, tu as eu sur le repost de la plénière combien de hits ? 21 000 hits. Intéressant. Alors, le Congrès ne peut pas vivre sans celles et ceux qui nous aident dans le financement, nos partenaires. Je vais en citer 4 qui sont nos grands partenaires. Le premier, c'est le groupe Alixio, qui est un des grands groupes de conseil créé en 2010, dont le président est Raymond Soubi. Ce nom vous dira peut-être quelque chose. 800 collaborateurs, une optique internationale et surtout l'accompagnement de changements à fort enjeu humain, un petit peu partout dans différents secteurs, plus des solutions innovantes qui intègrent, bien entendu, aujourd'hui, l'IA. Deuxième grand partenaire, Maquila.ai, qui se trouve juste à droite en sortant. Donc là, on est franco-canadien avec des solutions IA qui aident à travailler les données, à les rendre le plus juste possible. Il faut un petit peu de magie là, derrière. Et puis derrière, vous aidez dans la prise de décision fondée sur des données solides. Et donc derrière, c'est évidemment des applications RH, le recrutement, la gestion des talents, les rémunérations avec Pay Transparency qui flotte dans l'air aujourd'hui entre l'Europe et la France. Je pense qu'il y aura effectivement pas mal de choses à faire avec eux. Donc là aussi, merci Maquila.ai. Maximis, j'ai vu Emmanuel Crimeau tout à l'heure dans la salle. Donc Maximis est créé en 2003, donc une entreprise qui a 22 ans, 8500 clients. Quel est le cœur métier de Maximis ? C'est d'accompagner la dernière partie de la carrière. Autrement dit, 55 ans et plus à peu près aujourd'hui. Et donc toutes les solutions sont sur la table, pas seulement les questions de retraite, mais aussi les questions d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a 3 formules qui sont intéressantes à regarder, et Emmanuel nous en dira un mot demain. Bien sûr, le rachat de trimestre, tout le monde connaît. Le cumul emploi-retraite, qui aujourd'hui est en mouvement dans l'ensemble politique que vous connaissez, qui est un brouillard un peu compact. Et puis le troisième point, c'est la retraite progressive, plus ou moins utilisée et probablement pas assez. Il vous en parlera. Maximis, grand partenaire, qui est ici aussi. Et puis pour terminer, Top Employeur, qui se trouve à gauche en sortant. Top Employeur, donc une autorité indépendante, internationale, qui audite et certifie les pratiques, les process RH et les politiques. Autrement dit, on se compare, on se benchmark avec une référence. On peut comparer ces entités à l'intérieur du groupe, de l'entreprise, de manière aussi à créer des outils pour progresser, évoluer par rapport aux autres. Donc, Top Employeur, Institut. Voilà. Écoutez, nous allons avoir 2 petites annonces. Et la première, non, elle n'est pas petite, la première, on ne va pas dire ça. Daniel Deruy va me rejoindre. Tu as un micro, Daniel ? Bon, on va prendre un micro ici. Voilà. Donc, Daniel Deruy est donc la personne qui dirige AEF Info, qui est la structure qui regroupe notamment Arcaneo, mais pas seulement. Et Daniel ne fait pas grand-chose dans la vie. Elle n'organise que 50 événements par an. Oui, et c'est moi toute seule qui organise 50 événements par an. Alors, parmi les événements, quand même, on peut citer Jeunes d'Avenir. Oui, pour les jeunes d'EQPV. Oui, tout à fait. Beaucoup sont gilets bleus dans la salle pour aider les jeunes par une sorte de coaching gratuit qu'on fait sur place. Et on cherche beaucoup d'emplois, d'alternance, de formation en permanence pour les jeunes. On envoie 45 000 par an quand même dans 5 régions maintenant. Donc, si vous avez envie de vous joindre au mouvement, j'en serais ravie. Soit coaching et emploi, évidemment.
Et c'est très très dur cette année pour eux. Et je pense que l'année prochaine, ça va encore être pire, puisque le changement des aides a été au 1er juillet. Donc ça a bien marché au premier semestre, mais pas sûr que ça marche. Et au deuxième semestre, ça n'a pas marché du tout. Et les jeunes qui n'ont pas de réseau, eh bien, ils ne trouvent pas. Ils n'ont pas trouvé leur alternance, des très très beaux profils qu'ils n'ont pas trouvé. Bon, j'ai eu 13 500 jeunes qui sont venus sur une seule journée. Et j'avais quoi, même pas 2000 emplois à leur proposer. Vous voyez, enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Mais je vous en parlerai peut-être pour l'année prochaine. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Par contre, tu souhaitais nous parler des rencontres capitales qui auront lieu les 25 et 26 novembre à la Maison de la Radio. 21-22 novembre. Ah ben, on m'a dit 21-22 novembre, oh là là. 21, c'est dramatique. Les rencontres capitales, c'est un événement qu'on fait de temps en temps, qui est un événement d'intérêt général, d'autant plus cette année, puisque la thématique est le lien, la relation. Donc dans notre monde totalement fracturé aujourd'hui, qui ne sait plus comment il s'appelle, eh bien, pendant 2 jours, nous allons faire un think tank très ramassé avec tous les leaders d'opinion possibles, que ce soit philosophes, que ce soit sociologues, que ce soit chefs d'entreprise, que ce soit politique, que ce soit chercheurs, enfin tout. Et on va discuter de tous les axes possibles sur le lien, la relation, évidemment la relation aux politiques, la relation avec les citoyens, la relation sur les territoires, la relation dans l'entreprise, la relation au travail, la relation au climat. Et on a plein de... Je vais vous citer quelques exemples. Gaspard Koenig, par exemple, Naïda Meizi, François Molin, Jean-Dominique Sénard, Catherine Bréchignac, Jérôme Sadier, Cynthia Fleury, Estelle Brachianoff et encore plein d'autres personnes qui vont se retrouver donc, pendant ces 2 jours. Donc si vous voulez ouvrir vos chakras, on va vous envoyer une invitation. Si vous voulez aussi, dans votre codir RH, inviter aussi des jeunes au potentiel, je pense que ça sera un très très bon exercice pour eux. Pendant ces 2 jours, avant d'entamer l'année prochaine, qui va sans doute être encore plus dure que cette année. Allez, bon congrès. Merci Daniel, merci beaucoup. Et quand même, ouais, je pense que... Voilà, dernier coup de chapeau, Camille Puech. Camille, on y va. Et donc, Camille a créé Cali Social, donc 140 salariés, 2000 personnes tous les mois qui sont finalement pris en charge dans le domaine de la santé mentale, qui est un vaste domaine qui aujourd'hui est une priorité nationale, semble-t-il. Hein. On a un petit peu de mal à savoir ce qui reste, ce qui part. Voilà, 1000 projets par an, 17 ans d'existence. Et vous créez des équipes multidisciplinaires. C'est bien ça votre métier, Camille ? Ouais, merci. Oui, ça fait 17 ans maintenant que notre métier, c'est d'aider les organisations à prendre soin des salariés. On est 140 et on essaye avec nos petits bras, mais moi je crois beaucoup au modèle pluridisciplinaire. Je crois que la santé mentale, c'est pas qu'un enjeu de psychologie, c'est un enjeu de multicompétences, de management, de leadership, d'assistance sociale, etc. Et on essaye, on continue de le faire. Et cette année, c'est l'année de la grande cause. Et on est là pour parler plus, moins pour parler de Cali Social, mais plus pour parler de la charte. De la charte. Exactement. Voilà. Alors, c'est quoi cette charte ? En fait, moi, ça fait 17 ans que je suis frustré, justement, à essayer d'agir sur ce sujet. C'est l'année de la grande cause. On avait mal démarré, je dirais, l'année avec pas grand-chose sur la question du travail. Mais on a réussi à démarrer avec l'Alliance pour la santé mentale en grande trompe fin août, pour ceux qui l'ont vu passer, avec le soutien du gouvernement, où nous avons tout simplement lancé la charte d'engagement pour la santé mentale au travail. Il y a eu plus de 40 auditions qui ont été réalisées. C'est pluridisciplinaire. Tous les syndicats, les chefs d'entreprise, les RH, tout le monde est venu, les universitaires, tout le monde est venu autour de la table. L'enjeu, c'est véritablement de réussir à se donner un axe constructif et positif pour une meilleure santé mentale. C'est 25% des salariés qui se déclarent en mauvaise santé mentale en 2025. Quand on regarde quelqu'un en mauvaise santé mentale par rapport à quelqu'un en bonne santé mentale, c'est moins 25% de capacité à donner son plein potentiel. Donc ça fait 7,5% du PIB pour faire quelques maths. Et voilà. Et alors vous nous invitez à aller signer la charte. Moi, si je suis DRH, qu'est-ce que je gagne à aller signer cette charte ? Quel est mon intérêt là-dedans ? L'intérêt de signer la charte, la réalité, c'est que je ne connais pas un DRH qui ne considère pas que la santé mentale, c'est un enjeu important ou prioritaire. 91% des salariés le considèrent également. La santé mentale, c'est l'état de bien-être qui permet à chacun de faire face aux difficultés normales de la vie, de déployer son plein potentiel, d'être productif, d'avoir du succès et d'apporter une contribution à la communauté. Quand on signe la charte, on s'engage, à agir pour une meilleure santé mentale dans son entreprise. Il y a 4 axes
sur lesquels on met de l'orientation, hein, de la sensibilisation, du dialogue, de l'amélioration des conditions de travail et du soutien des situations difficiles au travail. On a voulu faire une charte qui n'est pas cloisonnée, parce qu'en fait chaque entreprise est singulière, chaque plan d'action doit être adapté à sa culture, à ses collaborateurs, à son business, et donc la charte elle est très ouverte pour que chacun puisse construire son propre pacte, son propre plan d'engagement sur la santé mentale. Et on a quand même demandé 2-3 contraintes. Hein. On doit communiquer chaque année son plan d'engagement à l'Alliance pour la santé mentale, qui sera d'ailleurs communiqué. 2, on doit mesurer les résultats de ces actions. L'enjeu n'est pas de faire beau, l'enjeu est de faire efficace. Et donc la liste des signataires sera publiée sur le site de l'Alliance pour la santé mentale, qui est dirigée par Angèle Malatlansac. La liste des premiers signataires va être arrêtée demain soir. Et elle sera communiquée le 20 novembre à l'événement CAP pour la santé mentale qui aura lieu sur le parvis de Montparnasse. Il y aura la liste des premières entreprises signataires de la charte d'engagement qui va être communiquée à la presse. Toute la presse sera là. Il y a encore des places. L'Alliance sera présente aujourd'hui sur le stand de Cali Social, justement pour donner toutes les infos, les renseignements sur comment devenir signataire de la charte d'engagement pour la santé mentale. Notez bien qu'en nous disant vous avez jusqu'à demain soir pour signer, vous nous stressez, donc vous diminuez notre santé mentale. Hein. Vous en êtes conscient, hein, Camille. Mais la santé, c'est des plus et des moins. C'est des plus et des moins. Il faut savoir qu'est-ce qu'on préserve et qu'est-ce qu'on sacrifie. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci à tous. Dernière annonce, et on y va. Donc, on va beaucoup parler de progrès, d'une nouvelle conception du progrès aujourd'hui, parce qu'elle pose quand même problème. Et puis une conception aussi de la progression dans l'entreprise, de l'ambition. Philo Magazine et Philonomiste nous accompagnent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils viennent de publier un numéro spécial de 130 pages consacré à « Faut-il encore avoir de l'ambition ?» Donc si vous avez des doutes, Philonomiste, il y a un stand là-bas, et nous démarrons la plénière. On y va. Alors, bien sûr, on va présenter nos invités, mais je suis sûr que vous les connaissez déjà. Je suis certain de ça. Vous les connaissez via LinkedIn, vous les connaissez via leurs publications. Elles sont là, d'ailleurs. Peut-être un mot supplémentaire. Donc, vous concernant, donc, Emmanuelle Duez, vous êtes à la fois entrepreneur, auteur, conférencière, et je n'arrêterai pas la liste tellement vous faites des choses et des choses passionnantes. Vous avez notamment créé Bugali, qui est une nouvelle façon de faire lire les enfants, ou de permettre aux enfants de lire. Vous êtes aussi dans Youth Forever, mais vous êtes notamment dans le Boson Project, que vous avez créé. Boson, pour celles et ceux d'entre vous qui ont un peu oublié leur cours de physique, c'est quand même les particules qui tiennent la matière. Hein. C'est-à-dire que sans boson, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc voilà, de Boson Projet, c'est pas rien, quoi. Hein. Et alors derrière, ce sont des équipes pluridisciplinaires, mais vraiment pluridisciplinaires, hein, de tous les métiers, tous les corps de métiers, de très haut niveau, et qui interviennent sur des projets de changement, d'accompagnement du changement. Et vous êtes bien sûr aussi auteur de ce livre, et c'est un livre qui pose quand même la question, et si la façon dont nous regardons demain n'était pas forcément meilleure qu'hier ou qu'aujourd'hui? Et si nos rêves d'émancipation par le travail n'étaient pas forcément au rendez-vous, alors pas forcément les nôtres, mais ceux des gens dans nos entreprises. Et donc ça questionne la notion de progrès. Et c'est là où vos trajectoires se croisent. Parce que vous, Christopher Guérin, vous faites une carrière chez Nexans. Voilà, vous y rentrez en 2005, vous y restez 13 ans, vous avez différents postes, vous vous déclarez souvent venant des ventes, mais en fait, vous avez des missions plus larges, vous connaissez très bien l'entreprise, et 2018 se pose la question de nommer un CEO. Voilà. Et alors là, je vais vous citer, parce que la citation, elle est quand même belle. Seulement, voilà, j'étais un pur produit du sérail. Tu ne peux pas être CEO, tu n'as pas fait Polytechnique, me suis-je entendu dire par un administrateur. Tu vas noter que vous auriez pu faire l'ENA. Enfin bon, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, vous n'aviez pas fait Polytechnique. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez un gros rapport, 80 pages. C'est pas rien, plus des annexes, hein, j'ai l'impression. Et là, vous dites, voilà ma vision. Voilà comment on peut faire évoluer cette entreprise qui ne va pas si mal, mais qui ne va pas si bien que ça. Hein. Et donc là, vous développez des idées qui sont
quand même radicalement nouvelles sur lesquelles on va revenir. Et bien sûr, aujourd'hui, pour votre information, on a un cas qui a été écrit par des professeurs d'HEC, Charles-Henri, et qui est publié sous l'égide, bien sûr, des cas d'Harvard, qui est un des 2 cas les plus lus et les plus utilisés aujourd'hui par les professeurs en sciences de gestion. Et donc, dans ce cas que je vous invite vraiment à lire, vous le trouverez d'ailleurs sur LinkedIn, vous trouverez les posts de Christopher, vous avez des résultats. On commence par des résultats. Alors, Christopher va me détester parce que je vais citer les indicateurs économiques et il dit toujours, mais l'économie, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'environnement et il y a l'engagement. Hein. C'est clair. Mais quand même, l'économie, ça compte parce que quand on n'a pas d'argent, c'est difficile de faire des choses. La valeur de l'entreprise, la capitalisation boursière, sous sa direction, elle va être multipliée tout simplement par 6. Par 6. Ensuite, si on regarde le rendement du capital qui a été utilisé, le fameux ROCI, il passe de 5 à 33%. Ensuite, si on regarde la rentabilité opérationnelle, l'ancien excédent brut d'exploitation, etc., on a un EBITDA qui est multiplié par 3. Et puis, la position de cash est multipliée par 10, c'est-à-dire qu'on a du cash et de la trésorerie. Difficile de dire que ce n'est pas un bilan sympathique. Et pourtant, Christopher, vous allez décider finalement de divorcer d'avec Nexans. Non, ce n'est pas une question de divorce. C'est que, vous savez, on vous confie une entreprise, mais plus qu'on vous confie une entreprise, on vous confie un temps dans l'entreprise. Donc j'ai fait 7 ans en tant que directeur général. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps ? Parce qu'une société comme Nexans est née en 1879. Donc on a 140 ans d'existence. Et ce que je disais à mes équipes, c'est en fait, on écrit juste un chapitre de l'histoire de l'entreprise. Et voulez-vous que ce chapitre soit pivot, important dans l'histoire d'entreprise ou pas ? Parce qu'on est tous plus ou moins de passage. Et je pense qu'un leader aujourd'hui, soit il laisse une impression, soit il laisse un parfum, voilà, mais ça part très vite, soit il laisse une empreinte durable parce qu'il a fait pivoter l'entreprise. C'est ce qu'on a voulu faire, ce que nous avons réussi avec l'ensemble des équipes, à faire de Nexans un des grands leaders de l'électrification durable. Et on ne l'a pas fait que par le biais économique, mais également environnemental et social. Bon, voilà, avec le conseil, on est tombé d'accord qu'on était en désaccord pour la suite et qu'il fallait un élan différent. Et on s'est séparés. Voilà, rien d'autre. Et vous nous parlerez un jour de la suite, quand ce sera mûr et quand vous le souhaiterez. Je vais suivre les traces d'Emmanuel, c'est-à-dire ce sera différentes voix en même temps. Et l'écriture, j'arrive, Emmanuel, j'arrive. Bien, bonjour à tous, bravo d'être sur scène tous les deux. Et on a eu cette idée avec Sophie il y a quelques mois, quand à la lecture d'un post que vous, Christophe, vous aviez fait sur le livre d'Emmanuel. Je l'avais trouvé tellement extraordinaire, je vous avais proposé d'intervenir ensemble, et vous m'avez tout de suite dit, bien sûr, avec Emmanuel. Je suis son premier fan. Donc. Voilà, c'est ce que j'ai compris. D'ailleurs, vous me disiez que c'était il y a une dizaine d'années déjà que Emmanuel avait travaillé avec vous, avec The Boson Project. Et rappelez-vous, il y a à peu près 13 ans, vous aviez eu un prix entre guillemets, des espoirs du management pour une initiative sur les irritants, puisque c'était un prix qui a existé à peu près pendant une dizaine. Alors moi, j'ai une première question quand même. Il y a le titre de cette table ronde qui est la croissance. Et si la croissance n'était plus au centre du jeu, qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux ? Parce que c'est quand même un point majeur de votre ouvrage. Bon, je démarre. En fait, vous savez, quand on est un peu dans le vortex des sociétés cotées, comme beaucoup d'entre vous, et qu'on rencontre 300 à 500 investisseurs, actionnaires par an à travers le monde, le sujet de la croissance est toujours présent. Et en 2018, quand on a pris les rênes avec mon équipe de l'entreprise, Nexans avait un record de croissance, mais a généré 2 avertissements financiers. Donc on a pu exprimer auprès de nos équipes qu'il y a de la bonne croissance et de la mauvaise croissance. Il va falloir qualifier le mot croissance. Alors moi, je n'oppose pas croissance et décroissance. Je pense qu'il y a la croissance qui consomme et qui ne crée pas.
Il y a la croissance utile et la croissance inutile. On l'a vu au BHV récemment. Et puis il y a surtout dans la définition de la croissance, parce que comme en tant que société cotée, de 2018 à 2024, on n'a jamais de données d'indicateurs de croissance, aux grandes dames des analystes financiers. Mais s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de profit. Ben si, on va vous montrer que sans croissance, on va tripler nos profits. Et il y a des approches un petit peu plus modernes maintenant pour générer du profit qui ne passent pas uniquement par la valeur croissance. Et la croissance était soi-disant source de vision, mais aujourd'hui, c'est plus un levier comme un autre. Et donc, la croissance, il faut la qualifier. Est-ce qu'elle est faite de volume extractive, donc une croissance extractive, ou est-ce qu'elle est faite de valeur ? Parce que vous avez le droit de faire de la croissance, mais quand on dit qu'une entreprise fait 3% de croissance, mais ça peut être 3% à travers de l'innovation, à travers des services, et c'est 3% de valeur, c'est 3% d'augmentation du chiffre d'affaires, mais qui n'est pas passé par la case d'extraction de matières premières. La croissance, est-ce qu'elle est, du coup, si elle n'utilise pas de matières premières, mais plutôt des matières secondaires, est-ce qu'elle est régénérative ? Donc voilà, une croissance plutôt sur l'angle d'économie circulaire. Et puis, la croissance, pourquoi ? Pour quel bien commun ? Est-ce que c'est une croissance utile ? Est-ce que c'est une croissance pour les produits verts ou on va dire une société durable ? Ou est-ce que c'est dans une logique un peu comme dans les années 70 d'extraction et d'énergie fossile ? Donc la qualification de la croissance, elle est fondamentale. Et surtout la valeur qu'elle va générer au sein de l'entreprise. Donc nous, on a démarré par ça, et on l'a qualifié en 2018, et puis après, bien sûr, je vous explique. Juste un petit point de précision, dans le livre, vous décrivez la restructuration du portefeuille des clients quand même. Oui, je vous en parlerai quand on parlera de sobriété, parce que je pense que la question de la croissance, c'est surtout la justesse de la croissance. Justesse. Ouais. Emmanuel. Merci de l'invitation. Et je voulais juste dire que c'est un grand plaisir pour Christopher et moi d'intervenir ensemble et que je pense que ça dit aussi quelque chose du monde de demain. En termes de leadership, on y reviendra. Sur le sujet de la croissance, en termes de contexte, il y a des acronymes dans tous les sens pour qualifier l'époque dans laquelle on est. Donc, BANI, VUCA, permacrise. On peut utiliser aussi le vocabulaire militaire. J'ai beaucoup vous parlé des militaires, c'est un peu mon tropisme du moment. Il parle de guerre douce. Et si on prend des verbatims de dirigeants pour comprendre dans quel contexte on se pose la question de la croissance, un des grands patrons d'une des plus grandes entreprises familiales de France, qui a toujours aimé la crise, parce qu'en fait la crise est un territoire d'opportunité, cette fois-ci quand il a témoigné devant les militaires, il a dit « les crises tabassent ». Il avait une gravité que je ne lui connaissais pas depuis 20 ans. Et ensuite, il a enchaîné en disant « cette année, nous serons à zéro ». C'est un consortium qui fait plus de 100 milliards. Et être à zéro est déjà un exploit. Et en fait, dans cette phrase, vous avez, je crois, tout le changement du paradigme économique dans lequel on est. C'est-à-dire que, clairement, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, en réalité depuis quelques années déjà, on est rentré dans une ère qui est radicalement différente de l'ère dans laquelle nous étions, dans laquelle on a consolidé les business, dans lesquelles on a érigé certaines formes de leadership. Je pense que ce changement de monde-là, il est total et que la pratique du pouvoir, elle devient extrêmement différente avec aujourd'hui des défis pour les dirigeants qui sont très différents d'auparavant. Je vous donne une dernière anecdote et après je réponds à votre question sur la croissance. Le patron de Ponticelli, donc, qui fait des plateformes pétrolières que j'ai vu la semaine dernière, et qui me dit, c'est pour planter le décor, je suis très préoccupée. Donc je dis, de quoi ? Parce qu'il y a tellement de raisons là, d'être très préoccupée. Il dit, je suis très préoccupée parce que la guerre et la perspective de la guerre s'est invitée dans l'horizon stratégique qui est le mien. Et c'est totalement déconnecté de la prise de conscience de mon board. Et c'est totalement déconnecté de la réalité de mes équipes. Et donc, plus que jamais, je me sens totalement isolée dans l'exercice du pouvoir. Ça, je trouve que c'est un verbatim qui permet bien de comprendre dans quel contexte nous sommes aujourd'hui et dans quel contexte vraisemblablement nous serons pour les 15 prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance ? Pour moi, ça veut dire à minima 3 choses. La première, c'est que tenir n'est pas durer. C'est-à-dire que dans le contexte qui est le nôtre, l'enjeu, c'est pas de maintenir le mythe de la croissance d'hier, de maintenir la performance telle qu'on l'a toujours vécue. Désormais, c'est de
durer. Et c'est de durer dans la permacrise, de durer dans la complexité. Et derrière ça, il y a un sujet dont on parlera, je pense, qui est l'émergence de nouveaux modèles de leadership. Parce qu'on ne convoque absolument pas la même peau, la même génétique, le même exercice du pouvoir. Le deuxième élément, c'est qu'il s'agit moins finalement aujourd'hui de créer de la performance durable que d'être en capacité pour des dirigeants à créer durablement de la performance. Le vrai défi, c'est celui-ci. Quand vous regardez la durée de vie des entreprises, elle a été divisée par 10. Elle a été divisée par 10. Et ça veut dire que le sujet, et c'est intéressant de regarder sur ce plan les entreprises familiales, comment est-on aujourd'hui en capacité de projeter la performance sur les 30 prochaines années? Et là, forcément, la définition que vous donnez de la croissance, elle est très différente de celle qu'on aurait pu donner dans un monde stable, dans un monde dans lequel on pouvait se projeter, dans un monde dans lequel il y avait encore de la linéarité. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée chez les Mulliers, on ouvrait des magasins et ça générait de la croissance. Mais en fait, c'est terminé. Ça ne fonctionne plus comme ça. On ne peut pas dire on ouvre 30 magasins chez Leroy Merlin et on va faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Ça ne fonctionne plus de cette manière. Ce qui est intéressant derrière ce sujet de performance durable versus créer les conditions de la performance dans la durée, c'est que ça vient questionner plus que la croissance, la définition du progrès. Ça, c'est un sujet dont tu as beaucoup parlé dans ton livre. En fait, c'est la croissance pour quoi faire? C'est la croissance pour créer quelle société demain? Et là-dessus, évidemment, que le mythe qui a habité le monde du business pendant 10 ans, c'est-à-dire la croissance verte, en disant c'est génial la transition écologique parce qu'on va tous créer du business comme avant, mais sur des nouvelles rails, évidemment qu'il est faux. Nexence a trouvé un chemin. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de chemin. Et ça nous amènera sur le sujet du renoncement. Et puis, troisième élément, je pense que cette question de la croissance et de la redéfinition de la croissance et derrière elle du progrès, donc à quoi ça sert de se donner dans une entreprise et de la faire performer, ça exige la capacité aujourd'hui à jongler entre une vision de très long terme et une intuition de très court terme. Et ça, c'est un défi majeur et pour les RH, et pour les dirigeants, et pour les conseils d'administration, et pour le monde financier, qui va évidemment exactement dans l'autre sens. Penser à très long terme, c'est pouvoir projeter sur les 30 prochaines années la toile de fond, les cas conformes, les cas non conformes, et entraîner les organisations. Ce que l'on n'a jamais fait, ce que font toujours les militaires, et à très court terme, intuiter à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois maximum. Chez les militaires, on dit les plans sont faux, mais les plans sont utiles. Pourquoi? Parce qu'on a entraîné les organisations et donc on peut faire fleurir l'intuition sur des temporalités très très courtes. Et quand je vous parle de planification stratégique à 30 ans et d'intuition à 3 mois, vous voyez le chemin qui nous reste à parcourir dans l'entreprise pour pouvoir s'entraîner à ça. Merci beaucoup, Emmanuel. En fait, on va enclencher sur la question de la sobriété que Christopher a évoquée tout à l'heure. Chez Nexence, vous réduisez le portefeuille client, vous réduisez le portefeuille produits et services. De quoi s'agit-il? Vous allez voir qu'ils sont venus avec leurs questions. Nous, on est venus avec nos réponses. En fait, on n'a pas du tout préparé. Hein. Ils ont eu beaucoup de mal. Totalement improvisé. Ils ont eu beaucoup de mal. Je vais vous d'abord, juste pour rebondir à ce que vient de dire Emmanuel Duez, moi, je vous recommande un petit livre de chevet qui est écrit par un philosophe français, qui s'appelle François Julien, Les transformations silencieuses, et qui vous explique justement ce paradigme entre la vision occidentale des choses dans l'entreprise et la version chinoise. La vision chinoise, qui est certainement plus adaptée dans un monde en permacrise, c'est penser temps long et intuiter temps court, exactement ce qu'a dit Emmanuel Duez, mais c'est dans la philosophie chinoise. Donc c'est pour ça que vous voyez des plans à 10 ans, avec quand même une stabilité politique économique qui fait rougir les autres. Et ils disent, dans tous les cas, si on se projette à 2 ou 3 ans, on aura tout faux. Donc la crise sera toujours là, et il faut faire de chaque crise une opportunité. Et c'est, Dominique, pour rebondir à votre question, c'est ce qu'on a fait en fait en 2020 avec la Covid chez Nexence. On avait intuité, pas la crise, mais ce qu'on avait intuité, c'est qu'il y aurait un moment dans notre cycle où on pourrait accélérer les choses, et notamment à travers le renoncement. Donc en fait, 13 mars 2020, le président Macron annonce, on est en état de guerre face à la Covid.
Le 15 mars, on convoque virtuellement l'ensemble de nos managers, on leur explique, nous rentrons dans une crise systémique. Une crise sanitaire va générer une crise de revenus, une crise de revenus va générer une crise de marge va générer une crise de trésorerie, trésorerie égale salaire, donc pas de trésorerie, crise sociale. Voulez-vous gérer une crise sociale? Bien sûr, non. Ok, donc vous oubliez tous les indicateurs et nous allons nous focaliser sur la génération de cash. Et la question c'est pourquoi? Parce qu'on avait intuité ça avec mon équipe, on avait modélisé deux facteurs. La crise des subprimes de 2008, pour voir un peu la résilience de nos marchés par rapport à une crise économique. Mais comme ce n'était pas une crise économique, mais une crise sanitaire, on a été chercher les données statistiques de la pandémie de Hong Kong, 1968, et qui démontraient, et je pense que tous ceux qu'on parlait à BFM auraient dû regarder ces statistiques-là, montraient qu'en 1968, il y a eu 4 vagues successives avec 5 mois d'écart entre chaque pic de vague. Donc nous, on a juste pris les données statistiques et on s'est dit, voilà, mars 2020, 5 mois, octobre 2020, mars 2021, mars 2021, octobre 2021. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est parti pour 2 ans de crise, au minimum, et on va devoir repenser les choses. Et comme on avait profilé en fait nos clients, c'est là où le moment de renoncement est arrivé. Il dit, si vous voulez travailler sur le cash et repenser le modèle économique, on va faire en 4 mois ce qu'on avait prévu de faire en 5 ans. On va supprimer 80% de la clientèle. On avait profilé la clientèle. On avait déterminé les clients bon cholestérol et mauvais cholestérol. Et donc, 80% de la clientèle se représentait à peu près 20% de chiffre d'affaires. Alors, comme on est dans le vortex d'une société cotée, si une société en temps normal voit son chiffre d'affaires chuter de 20%, son cours de bourse va chuter de 100%. Donc, comme c'était le temps du Covid, ça ne s'est pas vu. Donc, en fait, on a perdu 20% de chiffre d'affaires, on n'a supprimé aucun poste. On ne voulait avoir aucun impact social. Et il nous a fallu à peu près 8 mois pour réallouer les ressources et les capacités disponibles pour les clients bon cholestérol. On a fait la même chose sur les produits et services. On a supprimé 1/3 de nos services pour aller chercher la justesse. Voilà. Le juste produit, le juste client. Repenser l'entreprise, non pas dans une ère du toujours plus et de l'abondance, mais dans le juste. C'est-à-dire... Et c'est ce moment qui a été fondamental pour nous, parce que c'est ce moment qui a permis de démontrer à nos équipes que sans croissance, on pouvait faire x2 sur la profitabilité et x5 à ce moment-là sur le cash. Et c'est devenu maintenant un business case à Harvard, grâce à Rodolphe Durand et Sébastien Becker de HEC. Mais le plus important pour moi, c'est que ça n'a eu aucun impact social négatif. Au contraire, on commençait à travailler mieux. La productivité a gagné 20 points. Les syndicats n'avaient plus grand-chose à dire. Il y avait de moins en moins d'irritants. Mais la grande fierté de tout le monde, c'est que l'empreinte carbone a chuté de 39%. Tu veux dire un mot sur Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un témoignage qui illustre à la fois la capacité à anticiper et à projeter sur le temps très long, parce que des exercices de modélisation, de crise majeure et de pandémie, je ne pense pas que ça a été fait beaucoup au cœur des entreprises. Et puis la capacité à saisir l'instant. Sur le sujet de la sobriété, le terme qui a été prononcé, le mot de renoncement, je crois que c'est un mot qui était impossible il y a encore 3-4 ans. On ne parlait pas de renoncement. D'ailleurs, ça aurait été une faute de quart à la tête d'une entreprise de renoncer à quelque chose. Et aujourd'hui, ça devient un mot avec lequel on construit des stratégies. J'en veux pour preuve la Compagnie des Actes, par exemple, qui a présenté dans sa stratégie les engagements et les renoncements. Et derrière les renoncements, en fait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire que les renoncements, ça veut dire il y a des stations de ski qu'on va arrêter et il y en a qu'on ne va pas ouvrir. Et donc, on ne s'inscrit plus dans la croissance. C'est finalement, quelques années après toi, une démarche qui est similaire. Pareil, pour des raisons environnementales, en tout cas parce que le contexte business a changé et qu'il faut trouver un chemin dans ce contexte-là. La sobriété, c'est donc au cœur de la stratégie. Je pense que c'est aussi au cœur des communications. Parce qu'on découvre le B-Case Nexans après que Nexans ait été transformé pour de vrai. Et ça a pris des années. Et c'est des années dans lesquelles la communication n'a pas été grandiloquente.
Et je crois que le sujet de sobriété, c'est aussi un sujet aujourd'hui au cœur des directions de la communication, parce que les dernières années ont été des années d'embolie communicationnelle où, entre nous, on peut se le dire quand même, on a dit tout et n'importe quoi sur les sujets d'engagement d'entreprise. Ça fait aussi le lit de la crise de l'engagement qu'on connaît aujourd'hui dans l'entreprise, hein, qui évidemment a souffert de ce décalage énorme entre la réalité et ce qu'on affichait un peu partout, dont on reparlera, j'imagine. Et donc, je pense que la sobriété, c'est aussi la sobriété dans les mots à partir de maintenant, et une sobriété qui consiste à d'abord accumuler les preuves pour ensuite pouvoir communiquer, mais se méfier des déclarations grandiloquentes, hallucinantes, magnifiques, où on fait plus de prêt de pétrole, mais on éclaire la vie. Le décalage, en fait, il est aujourd'hui intenable, vu la complexité de l'exercice du pouvoir. La sobriété, c'est également au cœur du modèle de leadership, puisque ça nécessite une espèce d'authenticité absolue. La sobriété, je crois, c'est l'idée pour des dirigeants qu'il n'y a pas un super dirigeant qui est compatible avec l'intégralité des entreprises. Ce défi d'authenticité, où pour pouvoir porter des transformations extrêmement lourdes, qui vous rendent complètement insomniaque la nuit, qui convoquent chez vous des convictions personnelles, eh ben, il faut un fit extrêmement profond entre ce qui habite le dirigeant et la personnalité de l'entreprise. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas faire les mêmes castings et que pour les chasseurs de tête, et j'imagine qu'il y en a parmi vous, ça change totalement également la fonction. Et puis dernier point, la sobriété pour moi, et c'est pour faire un glissement vers Christopher, la sobriété, c'est regarder le travail comme il est, pour les DRH que vous êtes. Et la thématique du travail réel, elle est fondamentale quand on parle de sobriété. Le travail réel, c'est regarder le travail non pas comme on imagine qu'il est, dans les tableurs Excel, sur les slides de McKinsey, dans les fiches de poste, mais comme il se pratique pour de vrai au quotidien. Le travail réel, c'est investir le travail, c'est-à-dire l'activité, et pas simplement faire une embolie, là, non pas des mots, mais des côtés du travail. C'est-à-dire on va travailler sur la parentalité, tout ça c'est super important, les danses, tout, ok. La mobilité, mais le travail lui-même, en fait. Le travail lui-même, je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir ce qui se passe dans les tanneries, dans les usines. C'est un travail que vous avez mené très en profondeur. Ce travail réel, là, pour moi, il est fondamental. Et c'est aussi ça, la sobriété. C'est une histoire d'hygiène sur la réalité des choses pour pouvoir poser des diagnostics qui sont les plus justes possibles et qui permettent d'engager. Dernier point, c'est une petite idée, parce qu'on travaille beaucoup sur ce sujet avec le docteur Ibrahim Afal, que vous devez connaître, qui a fondé l'Institut du travail réel, et qui préconise un truc trop bête, mais qui dit tout, je trouve. Ne plus appeler la direction des ressources humaines la direction des ressources humaines, mais la direction du travail, vu les enjeux que nous avons aujourd'hui sur le cœur du travail. C'est formidable, Emmanuel. D'ailleurs, la sobriété, tu l'abordes de façon très concrète dans le dernier chapitre, l'entreprise comme une maison. À la page 130 et 131 pour être tout à fait précis. Alors, il y a un point important, là, vous venez de parler du travail réel. En fait, quand on relit Pierre-Yves Gomez dans un livre il y a 12 ans, il parlait du travail réel, de l'importance du travail qui était invisible, et puis les méfaits de l'entreprise tableur. Alors, un point important qui est important ici là, pour une assemblée DRH, c'est évidemment l'engagement. Et on constate, et c'est un point fort du livre que vous avez publié, sur la question de l'érosion qui est flagrante. Cette préoccupation, on s'intéresse beaucoup plus au col blanc qu'au col bleu. Et ça, je pense que Christopher va réagir. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment on pourrait retrouver plus d'engagement dans nos entreprises ? Je propose que Emmanuel commence sur ce thème de l'engagement. Alors, moi j'aime bien les chiffres parce que ça permet d'objectiver un certain nombre de sujets. Et j'ai trop entendu ces dernières années, il n'y a pas de problème avec l'engagement. En tout cas, pas chez moi, peut-être chez mon voisin, mais chez nous, pas du tout. Donc, quelques chiffres. Le taux d'absentéisme a augmenté de 41% entre 2019 et 2023. Vous avez 85% des actifs français aujourd'hui qui se déclarent peu ou pas engagés, ce qui positionne la France en dernière position européenne pour la première fois en matière d'engagement. 25% des travailleurs français avouent pratiquer le présentéisme, comme on pratiquerait le yoga. Ça coûte combien ? 14 840 € par an et par salarié. Ça, c'est le coût moyen du désengagement et de la non-disponibilité. 120 milliards par an, puisqu'on cherche des milliards en ce moment. C'est le coût estimé de l'absentéisme en France.
13 à 24 milliards par an, c'est le coût estimé du présentéisme en France. 8,9 trillions de dollars, c'est le coût mondial du désengagement, soit 9% du PIB mondial. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Parce qu'on pourrait se dire c'est un peu tout le monde finalement, donc c'est un peu personne. Non, en fait, la France, elle dégringole plus vite que les autres pays européens. Elle a baissé de 5,2% la productivité horaire du travail en France entre 2019 et 2023, alors qu'elle affichait de 86 à 2004 la productivité horaire la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Nous parlions à l'époque de miracle français. Ce miracle reposant essentiellement sur le fait qu'on a un rapport très intense au travail et qu'au travail, on va chercher ce que l'on est, on va chercher un avenir pour ses enfants, on va chercher du sens à l'existence, on va chercher des clés de compréhension sur le monde dans lequel on est, on va chercher à s'émanciper, d'où le titre de l'ouvrage. Donc ça façonne ce qu'on pourrait appeler quand même, sur le sujet du travail, et à un moment donné, il faut appeler un chat, c'est ce que les militaires appellent la politesse de l'honnêteté, un déclassement français. Un déclassement français. Nous étions en 5e position dans le classement des pays ayant un PIB par habitant le plus élevé du monde en 1980. On est aujourd'hui 26e. Donc, quand on parle d'engagement, en fait, on parle de ça. On peut se dire qu'on est peu ou pas concerné. La réalité, c'est qu'à l'échelle de la France, on a quand même un énorme sujet. On a un sujet qui est multifactoriel, qui est très compliqué à appréhender, parce qu'il y a des problématiques de droit, il y a des problématiques très politiques, dont on reparlera, je pense, en conclusion. Il y a des problématiques de management. Il y a juste un sujet sur lequel peut-être je voulais revenir, parce que Christopher complétera sur la dimension col blanc, col bleu, qui est une partie de l'équation. Mais aujourd'hui, ça a été évoqué en introduction, on a des corps sociaux qui sont très, très fracturés. On a des élastiques qui ont été tendus au maximum pendant la pandémie, la flexibilité, le salaire, le remote, en fait, l'espace-temps, voilà, qui ont créé des corps sociaux à géométrie variable, à réalité variable, qui ont torpillé le deal commun de l'entreprise, le pacte commun, parce qu'on a essayé de retenir autant qu'on pouvait les talents clés, comme des icebergs qui étaient en train de partir. Et ce faisant, on a cassé le pacte collectif. C'était probablement indispensable, mais il va falloir le refonder. Il va falloir le refonder et peut-être moins un pacte collectif à l'heure des individualités et des singularités qu'un pacte du commun. Et donc l'entreprise, elle doit s'emparer de ce sujet-là. 2, on n'a pas purgé la fatigue de la pandémie. On n'a pas purgé cette fatigue. Et moi, je me souviens de conversations intenses, passionnantes, notamment avec des DRH pendant les 2 ans de la pandémie, en disant « il faudra que l'on fasse un rétexte de ce qui est en train de se passer. Il faudra qu'on arrête le temps. Il faudra que l'on digue en profondeur dans notre corps social pour pouvoir dire aux gens exprimez-vous, racontez-nous ce qui s'est passé et prendre appui sur ça pour refonder le pacte social. » Ça n'a pas été fait. Et donc, on se traîne dans nos organisations une espèce de fatigue latente parce que le monde du travail a considérablement changé. Et aujourd'hui, vous avez, c'est le point que je voulais partager particulièrement, un corps managérial, notamment les managers de proximité, qui se coltinent la complexité de la transformation du rapport au travail. Juste un élément, moins de travail dans la vie, plus de vie dans le travail. Ça, c'est sur la table des managers toute la sainte journée. Des problématiques de prostate, d'endométriose, de garde d'enfants, de divorce, etc. Parce que désormais, ce qu'on appelle l'extime, c'est-à-dire l'intime, fait partie de la sphère managériale. Ça a changé avec la pandémie. C'est sur la table des managers dans les pratiques quotidiennes. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas adapté les pratiques et vous avez un corps social intermédiaire, les jardiniers de l'engagement. Ces managers de proximité qui sont exsangues. Il n'y a pas une entreprise qu'on a visitée dans laquelle on a eu la chance de se plonger, on n'a pas eu des managers qui disent en fait juste je peux plus tenir ça. Donc je crois que c'est ça en fait le sujet de l'engagement. Il y a énormément de causes racines. C'est un sujet complexe, mais il y a une thématique qui me semble vraiment d'intérêt pour les DRH, c'est ce sujet du management de proximité. Retrouver l'engagement par les jardiniers. Non, mais tu as raison, c'est que quand on était au moment du Covid, on était tous chez nous, on s'est dit, bon, ça y est, c'est la fin d'un monde. Et sous la création d'un nouveau monde. Et on a tous rêvé d'un nouveau monde. On a tous dit, tiens, je vais faire les choses de manière différente. On a eu tout ce moment, cette pause, on s'est dit, ça y est, on y va. Résultat des courses, on est quand même revenu dans l'ancien monde.
mais quand même avec des problématiques beaucoup plus importantes qu'avant. Ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe en 2020, on s'est dit voilà, on va changer le modèle de performance de l'entreprise et il va falloir repenser le narratif. Alors on a mis le modèle, Dominique en a parlé, on a mis le modèle E3 chez Nexans. Au départ, il ne devait pas exister. On cherchait juste des formations pour nos managers pour avoir cette vision un peu systémique qu'on a tous perdue. On a dit, j'ai une logique économique, mais j'ai aussi une conscience de notre écosystème, donc une conscience environnementale, et je vais travailler le corps social. On n'a pas trouvé de formation. On a vu des formations formidables en silo à HEC, à IMD, à Harvard et partout, dans plein d'universités. Mais on n'a pas vu de formation à caractère holistique et systémique comme on l'a bâti nous chez Nexans. Donc on a regardé nos unités une par une. Et on a pris nos unités profit driver qui d'un point de vue économique se portaient bien depuis des années. Puis on a regardé mais quels sont leurs résultats environnementaux. Puis là, surprise, taux de recyclage à 100%, produits éco-designés, empreinte carbone en réduction. Chance ou pas chance ? C'est la question qu'on s'est posée. Le deuxième vecteur qu'on a regardé, c'est pour ces sociétés, ces unités qui étaient en très bonne santé financière. Taux de diversité 5 points supérieur à la moyenne de Nexans. Taux d'absentéisme courte durée, c'est pour nous un baromètre d'engagement. Le taux d'absentéisme courte durée à moins de 3%. Un taux d'accident très faible. Chance ou pas chance ? Quand on a regardé les unités qui étaient en difficulté financière, il y en avait beaucoup à l'époque, il n'y en a plus maintenant, mais on s'est aperçu que sur la partie environnementale, il n'y avait rien, absolument rien. Et même quand on parlait de produits éco-design, ils ne savaient même pas si le éco était pour écologie ou pour économie. Le taux de recyclage n'existait pas. Quand on regardait la partie sociale, taux d'absentéisme à 10%, courte durée, taux de diversité à la cave et taux d'accident plus élevé. En sachant qu'en plus, ces unités représentaient 20% du chiffre d'affaires de Nexans, mais représentaient 40% de l'empreinte carbone. Donc on s'est dit, ce n'est pas une question d'indicateur, ce n'est pas une question de CAPEX, c'est juste une question de conscience managériale. Voilà. Il faut juste réapprendre à manager une entreprise de manière équilibrée entre la performance économique, environnementale et sociale. Après, on a trouvé le pont entre économie et environnementale. C'est-à-dire on a calculé bien sûr nos retours sur capital employé pour les bons clients, mais on a aussi calculé leur retour sur carbone employé. Est-ce qu'un bon client économiquement est un bon client d'un point de vue environnemental ? Mais sur l'engagement, on avait du mal à faire le pont. Donc c'est là où on a fait intervenir des sociologues qui sont allés dans les usines parce que la population de notre entreprise était 60% de population ouvrière de col bleu. Et le retour des sociologues a été cinglant. Tant mieux. Un vrai wake-up call pour nous dirigeants. Ils ont dit, écoutez, vous avez un problème comme beaucoup d'entreprises. Vous avez vos valeurs, vous avez la raison d'être, vous avez la stratégie. Tout ceci est pensé par des cols blancs, écrit par des cols blancs, à l'intention des cols blancs. Quand vous parlez raison d'être, valeurs et stratégie, vous ne touchez pas la population col bleu. Donc vous avez un problème d'uchronie, puisque vous projetez les cols blancs vers l'avenir, mais vous laissez les cols bleus dans le présent. Qui plus est, quand vous rajoutez la couche de télétravail, la fracturation s'amplifie. Donc on a fait un travail sur les cols bleus, et on s'est dit, il faut qu'on les réengage, mais l'habitus ouvrier, c'est quoi ? C'est d'abord le territoire. Et d'ailleurs, on en parlera certainement en conclusion, la France a un problème avec ses territoires et elle a un problème avec son industrie. Mais c'est avant tout les territoires. L'habitus ouvrier, c'est quoi ? C'est le savoir-faire. C'est la machine. C'est la transmission du savoir-faire. Donc en fait, si vous parlez de stratégie, les cols bleus n'ont pas été formés dans des écoles de commerce. Donc la stratégie, pour eux, c'est un mot qui n'a pas de référentiel. Donc ils ne comprennent pas. C'est désincarné. C'est, oh là, la stratégie, c'est tellement abstrait. Et puis c'est surtout impersonnel. Une personne dans une usine, c'est et moi mon territoire, et moi mon usine, et moi mon équipe. Donc on a fait des choses beaucoup plus simples. On a
fait des films sur l'histoire de chacune de nos usines, notre héritage, et on a fait par usine un travail de prospective, de dire voilà nos investissements pour demain. Alors, il y a eu des usines un peu réfractaires où les syndicats nous bloquaient un petit peu, ce qui était rare. Alors on a fait quelque chose d'un peu innovant, c'est qu'on a mis en une page, je m'arrête là-dessus, la stratégie, la projection de l'usine à 5 ans. L'équipe de management de cette usine-là en France a dit bon, c'est bien, on va la poster. Ah non, 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 vous n'allez pas me coller ça sur un mur. Vous allez la tracter. Donc, vous, équipe de dirigeants, vous allez vous faire, en fin de poste, vous allez vous mettre positionné derrière les grilles de l'usine et vous allez tracter comme les syndicats. Voilà, 400 exemplaires, vous allez tracter. Il faut marquer des moments symboliques où la direction est sur le terrain et exprime le changement. Non, moi je pense qu'on va passer à la dernière question, Charles-Henri. Oui, tu parles d'émancipation, vous parlez d'émancipation du travail dans le titre du livre. Ça peut se faire à quelles conditions et quel est le message qu'on doit faire passer aux DRH présents dans la salle? Moi, j'avais à cœur de parler un peu de politique quand même, parce que je trouve que si on ne parle pas de ça quand on parle du travail en France, on passe à côté du sujet, et ça serait malhonnête intellectuellement de dire au DRH, vous avez entre vos mains 100% des cartes du jeu, c'est pas vrai. La France, elle est malade dans son éthique du travail, et une des raisons fondamentales n'est pas entre vos mains, c'est que l'équation économique du travail ne tient plus. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien prendre la mesure de ça, et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que ça permet d'avoir la générosité et l'authenticité dont témoigne Christopher, c'est-à-dire réussir à se mettre pour de vrai à la place de ses équipes pour comprendre ce que le travail veut dire et la place qu'il a aujourd'hui dans leur vie. Donc le travail ne tient plus ses promesses dans un monde aux limites finies, et où la croissance est atone, où le progrès est à réinventer. Je fais le lien avec le titre de notre intervention. Premier point, il ne permet plus d'améliorer ses conditions de vie sur une durée acceptable. Il faut désormais plus de 80 ans, c'est-à-dire plus que la durée du travail, pour espérer vivre 2 fois mieux par son travail. 80 ans. Entre les années 50 et les années 70, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de vie. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Parce que du coup, la machine à rêve, la machine à émancipation, la machine à engagement est cassée. Deuxième élément, il ne permet plus de s'extraire de sa condition sociale pour soi et ses enfants. Au Danemark, il faut 2 générations pour passer de la classe pauvre à la classe moyenne. Chez nous, il faut 6 générations. 6 générations, c'est insupportable. 6 générations, c'est un horizon de temps sur lequel on ne peut pas se projeter. Donc à quoi bon? Troisième et dernier élément, évidemment, par sa taxation la plus lourde d'Europe, le travail perd de sa valeur intrinsèque dans un contexte d'inflation. Donc je vous donne quelques chiffres. C'est Fouché qui en parle très très bien aux éditions de l'Aube, co-auteur. Quand on gagne 100 € en investissant, on en garde 70. Avec une pension de retraite, on en garde 86. En héritant, on en garde 94. Et par le travail, on en garde 54. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la valeur du travail, elle est abîmée, elle est érodée. Parce que ce que ça a coûté à l'entreprise, ce que vous avez fait, la valeur que l'entreprise accorde pour de vrai à votre travail, ce n'est pas le sujet des salariés. Le sujet des salariés, c'est le net sur la fiche de poste, c'est ce qu'ils ont sur leur compte courant. Et quand le décalage est béant, quand le décalage est immense, en fait, c'est le travail qu'on abîme. C'est la valeur des hommes et des femmes qu'on abîme, c'est le potentiel engagement qu'on abîme. Sans engagement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de résilience, il n'y a pas d'antifragilité, pour reprendre Taleb, il n'y a plus de monde économique. Donc, mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas d'épidémie de flemme. C'est le titre du livre d'Olivier Babot, et je m'inscris complètement en contre de ça. Je pense qu'il y a plutôt des acteurs économiques qui sont pragmatiques, qui sont réalistes, qu'ils soient col blanc ou col bleu, qu'ils l'aient compris ou pas, ils intuitent ce que je suis en train de vous partager. Et donc ils se disent, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je vais faire mes propres arbitrages, mais finalement, ce qu'on va sacrifier, c'est le travail, c'est l'engagement.
pour répondre à la question, parce que ça, je crois que vous ne pouvez pas y faire grand-chose, si ce n'est que influencer, faire entendre cette voix, faire voyager ce message, parce que c'est la mère de toutes les batailles et que si on n'adresse pas ça, on n'adresse rien. On n'adresse pas le sujet de l'enfance demain, on n'adresse pas le sujet de l'école, on ne peut rien adresser. On a besoin de redonner du sens aux choses en commençant par le travail et l'engagement. Mais s'il y a peut-être une chose entre vos mains, il y en a plein, mais il y en a une. Et c'est pour rendre hommage à Christopher. Je pense que demain, il faut réussir à identifier et mettre à la tête des organisations des hommes et des femmes courageux, qui ont des convictions personnelles, qui pensent à la première personne, qui vont durer et pas simplement tenir dans l'adversité. Voilà. Et ça, c'est difficile à trouver, c'est très difficile à façonner. Ça n'est pas la matrice du leadership d'hier, mais ça, c'est entre vos mains. Je pense que c'est pas si difficile parce qu'en fait c'est une question d'aspiration et je pense que beaucoup dans la salle sont très inspirés par le côté amélioration du corps social, les valeurs, le travail et l'environnement. Nous on avait posté dans l'entreprise cette citation qui avait été donnée à Voltaire, dans une avalanche aucun flocon ne se sent responsable. On est tous flocons, on est tous responsables. On ne peut pas dire non, c'est pas moi, il y a un patron qui va s'en occuper. Non, on est tous responsables. Et je pense qu'on a fait une interview avec Muriel Jazor des Échos là, avec Emmanuel. Et elle nous avait challengé sur le thème du charisme. Le charisme aujourd'hui, c'est pas patron, une patronne, super-héros, c'est du sens et surtout de la cohérence. Donc en effet, les gens viennent bosser pour une entreprise quand ils trouvent du sens et de la cohérence. Et aujourd'hui, le défi, c'est que comme l'entreprise devient un peu le dernier refuge, un peu stable autour de nous, parce que 70% des informations au quotidien que nous voyons à la télé ou dans les journaux sont à caractère négatif. Quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on n'est pas rassuré non plus. Donc en fait, l'entreprise est refuge. Mais refuge, il faut que ce soit un refuge donc positif, où on retrouve le sens, on retrouve de la cohérence, l'envie de venir bosser. Vous savez, on avait fait, quand on avait regardé ce taux d'absentéisme courte durée, on l'avait fait sur une quarantaine d'usines, et puis on avait vu en Allemagne un taux d'absentéisme courte durée à 8%. Et le patron de l'usine, on l'a déménagé dans une autre usine à 15 km. Le taux d'absentéisme, quand il arrivait, était à 2% dans cette nouvelle usine, il est passé à 10% au bout d'un an. Oh, incroyable, cet homme-là. Incroyable. On l'a gardé, parce qu'on voulait voir comment le virus évoluait dans le temps. Mais il avait tout faux. Un management très rude, caché, aucun narratif, que des indicateurs. Et je pense qu'il faut redonner goût au travail. Et l'idée de direction du travail, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je pense que, s'il vous plaît, passez énormément de temps avec les sociologues. Parce que les sociologues, ils savent. Ils savent. Moi, j'ai lu 45 livres sur la sociologie du travail, j'y connaissais rien. Mais il y a tout écrit. Tout est écrit. La recette est dans les livres. Donc, reformez-vous. On a besoin tous de désapprendre pour réapprendre. Et puis après, sur le sujet de la France, parce que je sens que tu veux conclure, mais sur le sujet de la France, je pense qu'on a confondu en France désindustrialisation et modernité pendant 40 ans. Voilà, on s'est désindustrialisé au sujet de la French Tech et de la modernité. Mais l'industrie, c'est produire. La produire, c'est les mains, c'est les gestes, c'est de l'emploi, c'est les territoires. Et pour moi, un pays sans atelier, c'est un pays sans horizon. Et je pense que l'industrie a besoin de retrouver sa place au sein de la France. D'ailleurs, vous citiez Antoine Fouché, il dit bien aussi que la baisse de la productivité est liée aussi au phénomène de désindustrialisation, puisque c'est beaucoup plus compliqué de mesurer la productivité du service. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions de la salle, et je suis sûr que une personne va prendre le micro. Madame. Bonjour, merci pour votre intervention à tous les deux, c'est très inspirant. Si on revient sur un sujet un peu plus opérationnel, parce que tout ça, moi je souscris à 100%, maintenant je me dis comment on fait concrètement dans les entreprises. Si chacun avait un conseil à donner, le truc à faire demain matin quand on retourne au bureau, ça serait quoi? Facile pour moi, je commence. Dans RH, oubliez le R, travaillez le H. Je vais vous donner un exemple concret
de notre usine, l'usine de Nexans au Colombie, Bucaramanga. Un principe qui est mis en place depuis 10 ans par la RH locale. C'est-à-dire que quand les ouvriers, les opératrices vont dans l'usine le matin, il y a un énorme billboard, un tableau magnétique avec le nom de chacun. Et avant la prise de poste, plutôt que pointer, chacun doit prendre un smiley, vert, jaune ou rouge. Et le travail de notre responsable ressources humaines tous les matins, c'est d'aller voir tous les noms où il y a un smiley rouge. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est juste des principes de bon sens et vous oubliez tous les indicateurs. Emmanuel. Moi, j'ai entendu une histoire dans la bouche d'un dirigeant que je trouve intéressante, qui disait qu'il avait questionné un des plus grands dirigeants américains sur le sujet de simplicité, qui est une thématique qu'on n'a pas évoquée, mais qui est connexe à tout ce qu'on vient de se dire, et où il avait 2 indicateurs. Donc, ça, je fais une pirouette sur les indicateurs, parfois c'est utile. 2 indicateurs pour mesurer la simplicité. Le premier, c'est quelle est la proportion de chefs qui, lorsqu'ils reçoivent une demande, font passer à l'étage du dessus. Ça, c'est très intéressant parce que derrière, c'est le degré de subsidiarité des organisations et c'est aussi ce qui fait tourner des usines. Hein. C'est la fonction prime le grade et donc le pouvoir au plus proche du terrain, avec des vrais chefs qui cheffent et des managers qui décident. Et puis le deuxième indicateur, c'est dans quelle mesure est-ce que le manager de proximité est au service des équipes. Donc c'est le point de Christopher, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il aide, il enlève des irritants au quotidien aux équipes, il n'en rajoute pas. C'est une question toute bête, mais je pense que dans la majorité des cas, quand on pose cette question, il en rajoute, il n'en enlève pas. Merci. Une autre question ? Attends, je crois qu'on fait passer un micro. Charles-Henri, on fait passer un micro. Bonjour. Alors merci beaucoup pour ce réveil du matin. Moi, je vais partager mon émotion du moment. En fait, tout ça m'angoisse. Je suis un peu inquiète. Voilà, c'est-à-dire que je me dis, tiens, j'ai une petite boule dans le ventre, ça va pas bien se passer. Et donc, comme j'ai travaillé pendant 25 ans dans des entreprises américaines où on essaye de commencer par voir le verre d'eau à moitié plein, je me dis, il reste quand même bien dans notre pays, au niveau sociétal, au niveau des entreprises, des points positifs sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui reste de bien dans ce monde qui est en pleine transformation, où il y a quand même un truc qui est en train de déraper? Je vais faire court parce qu'Emmanuel va faire un peu plus long. Mais il y a quelque chose, oui. L'angoisse est salutaire. C'est qu'on est en mutation. Il faut comprendre que le monde est en mutation. On est dans cette période où l'ancien système résiste, mais il y a un nouveau système qui est en train de naître à travers plusieurs entreprises. Et je pense que moi qui passe beaucoup de temps avec des architectes aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre des architectes parce qu'on doit repenser de manière systémique les fondations de nos entreprises de demain. Et aujourd'hui, c'est l'heure des bâtisseurs, c'est l'heure des architectes, de ceux qui vont repenser le modèle. Et bien sûr, si vous êtes dans la contrainte de rester dans l'ancien système, vous allez être de plus en plus angoissé parce qu'il y a un moment donné, il va y avoir un mouvement inspirationnel qui va vous dire il faut changer. Cette petite voix que vous allez entendre, il faut changer, il faut améliorer les choses. Et je pense que c'est une période propice justement pour réinventer. Mais je te laisse continuer. Non, si vous permettez, Christopher, 2 points. D'abord, vous avez construit une équipe de sociologues dans Nexans. Et certains vous inspirent plus que d'autres. Deuxième point, et dans le livre, ça transparaît beaucoup, vous prenez des moments de recul. Vous inspirez avec un certain nombre de personnalités, vous mettez tout le monde, finalement, en position de réfléchir sur le futur. C'est quand même un point clé, non ? Oui, et puis il ne faut pas toujours le dirigeant super-héros, ça ne marche pas. Moi, ce que je pense, et peut-être pour faire le lien avec la première question de Madame au premier rang, des choses simples. Refaites venir le client au sein de votre entreprise, que vos premiers clients viennent parler à l'ensemble de vos employés. C'est ce qu'on a mis en place dans toutes nos usines. Quand Airbus vient expliquer comment il utilise les câbles, quand Orange explique comment il va utiliser les câbles, quand Enedis explique comment il va utiliser les câbles, et puis vous ne faites pas venir des gradés, dans le sens des grands patrons, ça ne sert à rien. Pour parler à nos équipes d'opérateurs et d'opératrices, vous faites venir des compagnons, vous faites venir des gens qui installent les produits au quotidien pour qu'ils soient à peu près au même niveau. Et là, vous créez
vous créez de l'inspiration et de l'engagement? Alors, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons d'être angoissé et asphyxié. Je pense qu'on a tous quand même ça, qu'on soit parent, qu'on soit citoyen, qu'on soit DRH, dirigeant, entrepreneur. Bon, mais il y a aussi plein de raisons d'espérer. La première, technique, mais qui va parler à la DRH que vous êtes vraisemblablement. Le rapport au travail en France, il est singulier. Il est singulier pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est très, très documenté en sociologie. Donc, on n'est pas un pays anglo-saxon. On a un rapport transactionnel au travail. On a un rapport émotionnel au travail. Ça, c'est un poison et une rampe de lancement extraordinaire. C'est ça qui a fait qu'on a eu la productivité horaire la plus élevée de l'OCDE. Parce qu'en fait, on va chercher au travail beaucoup plus que le travail lui-même. Et donc, on est prêt à donner beaucoup plus que la fiche de poste. On est prêt à se donner soi. La définition que donnent les forces spéciales de l'engagement, c'est celle qui devrait présider de nouveau nos organisations. Donner du sens à ces valeurs au risque de perdre quelque chose. Perdre quelque chose, c'est ce qu'on va aller donner, de sa personnalité, de son temps, de son audace, de ses convictions, de tout ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arrive à renverser la vapeur, on a quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième élément, c'est les narratifs, parce que pour renverser la vapeur, il faut avoir l'audace de raconter le travail de belle manière, de nouveau. Aujourd'hui, si vous faites une analyse sémantique, le travail est confisqué dans des imaginaires d'insoutenabilité et de pénibilité qui sont proprement insupportables. Personne n'a envie de ça. Et ça façonne des générations de futurs travailleurs qui arrivent dans le monde du travail avec cette idée qu'ils vont s'y aliéner, que les patrons sont tous des exploitants en puissance. Et en fait, on pâtit aussi de ça. Donc il faut reprendre le pouvoir des mots et se dire que si on raconte le beau travail, alors on va faire advenir le beau travail. Et puis dernier élément, il est plus d'ordre stratégique, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit moins aujourd'hui de prédire l'avenir que de le choisir. Mais ça, c'est fantastique en fait. Ça, c'est fantastique. Ça veut dire que la part est belle aujourd'hui pour les audacieux et pour les gens libres qui savent penser à la première personne et qui ont envie de faire advenir quelque chose. Le jeu était fermé jusqu'à présent, il devient ouvert. Et ça va permettre à des talents, à des dirigeants, à des leaders, à des intellectuels de s'engouffrer là-dedans et d'imaginer autre chose pour demain. Donc pour les bâtisseurs qu'a évoqué Chris, c'est un boulevard. C'est un boulevard. Et ça, c'est fantastique d'avoir une page sur laquelle on peut écrire le travail et l'économie de demain. Oui, et justement sur cet exemple de bâtisseur, si je cite les architectes, c'est que je me prends une claque à chaque fois que je vois un architecte comme Philippe Chambiaretta, qui est un des plus grands architectes de Paris, et qui est architecte que depuis l'âge de 45 ans, il a 60 ans. Et actuellement, il travaille pour la ville de Paris. Je vais vous donner un exemple qui nous touche, nous, Parisiens. Il travaille sur la désirabilité des Champs-Élysées. Parce qu'en fait, les Champs-Élysées sont devenus indésirables pour les Parisiens. Ce n'est plus un endroit pour les Parisiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas son crayon en disant « je vais réinventer les Champs-Élysées ». Il fait venir les historiens, d'abord, pour comprendre pourquoi les Champs-Élysées ont été conçus dans la droite ligne des Tuileries et du Louvre. Pour comprendre. Donc il refait toute l'histoire des Champs-Élysées. Il en a fait un bouquin de 300 pages avec les historiens. Après, il développe ce qu'on appelle la consilience, c'est la réunification de l'ensemble des sciences. Il fait venir des biologistes, des responsables, enfin des experts en biomimétisme, des experts en mobilité, des sociologues, des philosophes. Il a même fait venir des poètes pour dire mais comment rendre les Champs-Élysées aux Parisiens d'ici 2040. C'est ça le travail d'un architecte, c'est comprendre l'histoire, parce que dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites et qu'on peut reproduire, parce qu'on s'est peut-être perdu en chemin, mais il fait venir ceux qui ont un point de vue, et il fait ce travail de conciliance de l'ensemble des points de vue pour reprojeter un avenir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est rentré dans l'ère des architectes. Merci. On arrive à la conclusion de notre grand débat. Juste, je fais un rappel. On a eu des sociologues du travail sur cette scène, et je voudrais rendre un hommage à un grand sociologue qui nous a quittés l'année dernière et qui était venu, de mémoire, en octobre 2020, présenter ce fameux livre qui s'appelle « On ne change pas l'entreprise par décret », qui était un hommage d'ailleurs au livre de Michel Crozier « On ne change pas une société par décret ». Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur la suite, avant qu'on applaudisse fortement
nos interlocuteurs qu'on a envie d'entendre pendant des heures. Enfin voilà, moi je sais pas vous, mais ça ne s'arrêterait pas, quoi. Donc la suite. Il est actuellement 10h05, nous sommes dans les temps. Il va y avoir une séance de dédicace. Donc si vous souhaitez aller plus loin, notre libraire est là. Ensuite 10h30, c'est ça le jalon absolu. 10h30 dans les salles de session. Le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Un immense applaudissement pour nos deux intervenants. Daniel vient de souffler un petit message. Tout ce que vous avez entendu là depuis une heure est développé largement lors des rencontres capitales, les 21 et 22 novembre. D'ailleurs, Daniel, devant moi, m'a mobilisé sur l'animation d'une table ronde sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, les relations internationales. Ça va être très intéressant. Donc, retrouvez-vous, on s'inscrit en ligne, c'est formidable. Et ça se passera en particulier au studio 104 et d'autres studios. Merci.